wash in a cloth. Now me with the walk for your show. Now me with the hug, no. I become a person for my happiness, so still be my own. Everybody get roll, no me say your own, bro. Passing my own. À vous d'être là. Donc on commence café littéraire sur le thème, on va parler du thème, le regard sur la littérature féminine, les mots pour soigner les mots. Donc pour partager les femmes, on est déjà en plein dedans là. Applaudissez-les. C'est vraiment ça la réalité avec les femmes, hein. Quand elles sont entre elles, il y a toujours ces moments où on s'amuse, on se taquine, voilà, c'est très agréable, mais parfois ça fait perdre du temps. Dina, papa, enlève tes lunettes. On n'est pas dans la Starbucks. Donc, merci à vous les femmes d'être là, d'avoir accepté cette invitation, de partager ce café littéraire et d'échanger pour échanger sur ce thème, sur le regard sur la littérature féminine. Donc déjà, je présente ma marraine. Elle est la marraine des cafés littéraires. Elle a accepté d'être la marraine des cafés littéraires. Je crois qu'on applaudit pour elle. Et merci Fatimata pour ton appui. Tu as toujours été là, tu m'as toujours, à chaque fois, dès que j'ai besoin de toi, toujours présente. Vraiment, merci beaucoup. Diena Bassar, on ne se connaît pas, c'est la première fois qu'on se voit et nos échanges ont été très agréables parce que je crois que c'est grâce à la personne qui nous a mis en contact. Voilà, je pense que c'est ça aussi aujourd'hui où on doit créer des liens, nouer des liens facilement pour pouvoir avancer ensemble et travailler sur cette question de promotion de la littérature qui est vraiment très important. Donc merci beaucoup d'avoir accepté tu es très occupée, j'ai vu que tu es tellement sollicitée, donc merci d'avoir trouvé un espace pour participer à ce café littéraire. Donc Dédé Didi, c'est comme ça que tout le monde l'appelle, elle qui est en face, c'est la star des réseaux sociaux. Blogueuse, non? Oui, blogueuse. Également écrivaine, Jusqu'à ce que mort s'en suive, Dienaba, on s'est connus parce qu'elle est présidente également de l'association Violence Faite aux Femmes. Oui, Violence Faite aux Femmes. Et elle est la présidente et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle elle est sur ce plateau, parce que quand on parle de littérature féminine, on voit énormément, on constate dans les écrits énormément de violence. Donc Rouge Silence, c'est son deuxième livre, mais je laisse Fatimata Diallo se présenter à vous. Bonsoir tout le monde, je suis vraiment ravie d'être là parmi vous. C'est la première fois que je parle devant Holoman Art, alors que c'est un lieu que j'affectionne particulièrement, qui est un lieu qui fait rêver, on a envie de s'envoler avec ces oiseaux-là. Ça me fait penser au titre de mon dernier roman que je suis en train d'écrire, hein, j'ai pas fini, mais j'ai déjà eu le titre et c'est très drôle d'être là. Je me dis que la littérature, ça permet toutes les coïncidences. Est-ce que ce sont vraiment des coïncidences? Je sais pas. J'ai intitulé le dernier roman La grâce des murmures. Alors, les murmures au sens de, voyez les groupes d'oiseaux. Quelquefois, vous avez des petits oiseaux qui se rassemblent, qui forment une sorte de nuage et qui se déplacent en groupe comme ça. On les appelle des murmures ou des murmurations. Et quelquefois, ces murmures se forment pour échapper à des prédateurs. Alors, l'idée, c'est de montrer que, en étant de nombreux petits, on fait face à de grands problèmes. C'est ça l'idée du troisième roman. Donc ça m'émeut ici d'être dans cette terrasse, de faire face à un public divers et dans lequel je reconnais des amis, des visages ouverts. Et c'est toujours un énorme bonheur pour moi de rencontrer des lecteurs.
Voilà, parce que si écrire, c'est pour mettre dans son tiroir, ce n'est pas la peine. Je trouve que hier, on était vendredi, non. Oui, hier, c'était hier. Hier, j'étais au lycée de Thiès, Malixi, et je rencontrais des élèves autour de mon roman Rouge Silence. Et j'étais absolument ébahie de voir à quel point on peut méconnaître les jeunes, en fait. Ils ont une profondeur, un regard d'une pureté et d'une... je sais pas, c'est un regard cristallin qui fait que vous retrouvez dans votre ouvrage des choses que vous n'aviez pas conscience que vous y aviez mis. Et donc, c'était très troublant hier. Bon, ben tout ça pour me présenter. Excusez-moi. Donc, je suis Fatimata Diallo-Ba, comme son nom l'indique, Pulaar jusqu'à l'os. Diallo et Ba ensemble. Bon, je suis professeure de lettres classiques au lycée français Jean Mermoz de Dakar. Mais je suis de plus en plus vers l'écriture. Mais je crois que quand on écrit, on a tous les rôles, quoi. On est un peu tous ces rêves réunis et on a cette fabuleuse liberté qui permet de quitter son quotidien et d'aller vers les autres. Donc j'ai passé 25 ans en France, quelque chose comme ça. Je suis 25 ans, j'oublie même. Je suis rentrée en 2004. En 2006, je suis rentrée après avoir eu une carrière de 17 ans dans l'éducation nationale française. Puis je suis revenue à Dakar. Et en revenant à Dakar, ça a déclenché d'autres émotions. Je crois que j'ai connu l'émotion du départ en étant très très jeune. J'étais vraiment une enfant quand j'ai quitté le Sénégal. Je suis revenue en femme adulte. Et lorsque j'ai écrit mon premier roman, la première phrase, c'était « Une petite fille de 45 ans quitte, etc. » Et tout le monde a crié « Oui, c'est une autobiographie, c'est parce que tu te sens encore petite fille, etc. » Pas du tout, c'était pas du tout une autobiographie. C'était une histoire tout à fait inventée, même si dans son livre, on transparaît tout entier. Personne ne peut dire c'est pas moi. Si, c'est bien moi. Mais même si je n'ai pas vécu tout ce qu'a vécu l'héroïne. Alors ce livre Rouge Silence, c'est le deuxième. Donc le premier s'appelle Des cris sous la peau. Donc le troisième c'est La grâce des murmures. Bon, vous aurez reconnu l'empreinte un peu musicale, les cris, le silence, les murmures. Bon, c'était pas spécialement fait exprès, mais c'est comme ça. Je crois qu'à un moment donné, c'est les murmures. C'est comme lorsque la pluie tombe. Quand vous avez une pluie très très forte qui tombe, un orage, ça rentre pas dans la terre. Ça reste en surface et ça glisse. Quand il y en a pas, c'est les silences et là encore, ce n'est pas fertile. Mais quand il y a les murmures, quand il y a une petite pluie infiltrante, là la terre elle boit et là on a vraiment quelque chose d'intéressant, quelque chose de fertile. Voilà. Bon je vais me taire quand même un petit peu et laisser la parole à mes co-panélistes. Oui. Donc, merci Fatimata Diallo, on ne se lasse pas de t'entendre. Diena Bassar, en fait, elle est dans un tout autre style, vraiment tout autre style. Et je n'ai pas envie de donner les titres, parce que personne ne s'attend à ça. Je vous laisse qu'elle se présente. Alors, bonsoir tout le monde. C'est vrai que comme Fatima, j'ai une petite voix et elle n'est pas belle du tout. Alors, je m'excuse pour la souffrance que vous allez vivre. Mais voilà, bonsoir Judith et merci encore pour l'invitation. Parce que comme je peux te tutoyer un peu plus de... Voilà, donc comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un plaisir, un honneur et un bonheur d'être là, surtout pour celle qui m'a permis d'être là. Parce que Ndeye Fatou Ndiaye, c'est une sœur. À l'Institution Notre-Dame, nous avons fait tout notre cursus sans nous connaître, du jardin jusqu'à la terminale. Mais c'est le livre qui nous a rassemblés. Parce que je suis allée à la B6 voir mon gestionnaire de compte. Et bon, même si vous n'êtes pas dans la même classe et que vous êtes dans la même cour de récréation tout le temps, vous vous reconnaissez. Donc là, on s'est embrassés. Comment tu t'appelles? Voilà, c'est comme ça que c'est parti. Et en février 2020, elle m'a sollicité pour son
café littéraire pour présenter son second roman. C'est comme ça que c'est parti, une très belle amitié depuis 3 ans. Et la semaine dernière, j'ai été pas choquée, mais très étonnée qu'elle me contacte à 19h pour me dire samedi prochain, qu'est-ce que tu fais? Bon, moi, je pensais que c'était pour nous voir. Hein. Je dis, je fais rien, je suis disponible. Elle me dit, bon, voilà, c'était une question call parce que c'est pour un café littéraire. Donc, voilà. C'est comme ça que c'est parti parce qu'elle m'a dit, on m'a invité, mais je sens que tu es plus à l'aise que moi dans ce thème. Je lui dis, donc ça signifie que je suis plus bavarde que toi. Donc, juste pour dire que voilà, je m'appelle Diana Bassar, je suis diplomate de formation, juriste à la base, donc j'ai fait du droit public. Et ça fait peur peut-être, c'est pourquoi tu veux pas lire les titres. Bon, j'ai fait relations internationales. J'ai eu mon master. Bon, je reviendrai là-dessus. Mais bon, ça, c'est juste le premier. Mais on reviendra un peu sur le contexte et vous comprendrez pourquoi ça a été assez technique et ce qui a motivé donc l'apparition de ce TC. Parce qu'il faut le dire, comme je l'ai précisé, j'ai fait des relations internationales. Je me suis spécialisée en relations internationales. Et après la soutenance d'un mémoire sanctionné par la mention très honorable, on m'avait suggéré de publier ça, de continuer pour faire la thèse ou de publier l'ouvrage. C'est ça la petite histoire pour le premier. Donc c'est un ouvrage sur la France-Afrique, la politique africaine de la France, entre rupture et continuité. Parce qu'en Master 1, c'est-à-dire en 4e année d'université, j'avais exposé. Comme tout à l'heure, vous parliez de prise de parole en public. Je pense que je suis bavarde parce que j'ai aimé très tôt cet exercice-là. Moi, j'aimais pas exposer en groupe. Je sais pas pourquoi. J'aimais pas. J'étais pas à l'aise quand on exposait en groupe parce que moi, je suis rigoureuse, très compliquée. C'est ce qu'on dit, en tout cas. C'est pourquoi je préférais souffrir seule. Parce que moi, je sais que je peux m'imposer un rythme que je vais soutenir. Mais je ne veux pas l'imposer aux autres. C'est pourquoi j'ai eu très tôt aimé cet exercice, l'oral, parler toute seule face à un grand public, des amphithéâtres, etc. Ce qui fait que voilà, la politique en 5e année, c'est-à-dire pour le Master 2, lorsqu'il fallait choisir un thème de mémoire, le prof de géopolitique m'avait dit, toi, ton thème, il est tout fait parce que tu avais fait un excellent exposé l'année dernière. Donc, toi, je t'impose le thème de ton mémoire. Donc, c'est ça. Et il a été surtout motivé par la disparition de ma grande sœur. J'ai perdu ma grande sœur en décembre 2011, quelques mois avant la soutenance du mémoire. Donc, ça a été des moments très, très compliqués, très, très durs. Et il fallait, comme je l'ai dit, de la résilience. Donc, cet ouvrage-là, c'est mon préféré, honnêtement. C'est mon préféré parce que c'est à cause du contexte très douloureux. Mais je me suis rendu compte que, comme je le dis souvent, et je le disais aux étudiants de Subdeco mercredi, lorsqu'ils m'ont invité à animer leur panel, c'est face au danger en fait, on se surpasse. Et après, ça vous étonne, en fait. Vous ne savez même pas où vous avez tiré cette force-là. Et moi, je pense que c'est ce qui a motivé ces très bons résultats-là. Et pour la petite histoire aussi, voilà, présentation, double lauréat du concours général sénégalais en 2006 et 2007. Après, voilà, des études en droit et depuis 2013, je travaille dans l'administration maritime sénégalaise, l'ancienne marine marchande. Et depuis 2020, je gère le contentieux de l'agence, c'est-à-dire je suis chef de division, veille réglementaire et contentieux. Pour faire, voilà, un résumé, ça peut paraître très complexe, pas féminin, entre guillemets, parce que c'est un secteur très masculin, le secteur maritime sénégalais, où on ne vous fait pas de cadeaux, mais je pense qu'après 11 ans de carrière, on arrive quand même à s'imposer. Et c'est ce que je dis souvent pas pour dénigrer les féministes, mais pour dire que la vague naissante que je vois ici au Sénégal me plaît, la jeune génération féministe montante. Le seul reproche ou bien le seul piège que je voudrais qu'elles évitent, c'est de verser dans cette lutte ou bien ce face-à-face avec les hommes. Parce que je l'ai écrit, vous le verrez peut-être dans Conviction, et je le crois, c'est ma conviction profonde, qu'on ne peut pas, cette lutte ne nous servira pas. Déjà, on n'en sortira pas grandi. C'est-à-dire, c'est dans l'éloquence et en étant sûr de ses compétences qu'on s'impose. Moi, c'est ce que je crois. Sincèrement. Et là, vous forcez le respect, en fait, sans être imposant. Et c'est très bien. Donc, je voudrais juste que mes sœurs féministes comprennent que c'est pas là, parce que parfois, je vois certaines qui sont
bon, on m'excusera, un peu arrogante ou bien trop virulente dans le terme. Bon, j'ai des copines comme ça. C'est pourquoi souvent il y a des débats assez houleux parce qu'on se comprend pas ou bien elle pense que voilà, il faut avoir tout le temps imposé. Parfois, il y a des discours assez décalés parce que récemment, on parlait d'un thème très très technique qui n'avait rien à voir avec le féminisme et il y a une des copines qui était revenue pour rabâcher encore le thème. Et souvent, quand vous faites ça, vous êtes un peu mal vu. Et moi, c'est à ce niveau vraiment que l'écriture féminine, elle est fabuleuse, on aura l'occasion d'y revenir avec la littérature sénégalaise. Mais vraiment dire que, Judith, je suis très contente d'être là. Auteur de 2 ouvrages, en 2017 donc La politique africaine, en 2018 j'ai été co-auteur de cet ouvrage collectif-là qu'on avait écrit juste avant les présidentielles de 2019 parce qu'on voulait notre contribution citoyenne et en novembre 2019 donc cet essai qui est assez autobiographique, Conviction. Donc voilà brièvement voilà une petite biographie parce que c'est toujours difficile de parler de soi. Merci. Merci beaucoup, Djenaba. On engage avec la deuxième Djenaba de ce plateau. L'autre Djenaba, pas la deuxième. L'autre Djenaba. Donc, qui est auteure, blogueuse et également présidente de l'association des violences faites aux femmes. Donc, je te laisse te présenter un peu plus. Merci. Merci Judy. Merci Fatoumata, Djenaba et le public venu plus nombreux que la dernière fois. Merci à toi aussi. Alors, aujourd'hui, pour moi, c'est un rêve qui se réalise. Judith, tu en sais quelque chose. Au début, elle avait choisi le Village des Arts, qui est un lieu culte pour tous les artistes. Et moi, j'étais toujours derrière elle à lui dire « Non, l'Oman Art, ma chère, il faut que tu y ailles et que le café littéraire, ce serait l'endroit idéal. » Et aujourd'hui, c'est un rêve qui se réalise. Alors, pourquoi je suis cachée derrière ces lunettes noires? C'est en quelque sorte pour moi une visière parce que j'ai l'habitude de me cacher derrière un écran. À travers ma plume, je valorise toutes les femmes qui sont pour moi des femmes merveilleuses, sénégalaises, qui produisent pour rendre notre Sénégal beaucoup plus agréable. À l'image de Fatoumata Diallo, qui en dehors de l'écriture fait des choses magnifiques pour les femmes. À l'image de Judith, qui, à travers sa production cinématographique, à travers ses idées merveilleuses, fait la promotion de notre culture, parle des femmes d'une autre manière, qui, à travers Djenaba, que je viens de rencontrer, essaye de s'imposer en tant que femme vivant dans une société où la femme ne joue pas le rôle qu'elle devrait jouer. Alors donc, du coup, moi, mon parcours est atypique. J'ai commencé à écrire. Peut-être que je l'ai hérité de mon grand-père qui a écrit l'histoire du Sénégal en co-écriture avec l'ancien professeur et ministre Iba Der Thiam. Et tous les élèves de CM2 étudient ce livre-là. Et quand j'étais toute petite fille, j'aimais écrire ce que je pensais. Quand des membres de ma famille m'énervaient, mais que j'avais pas droit à la parole, je prenais une petite feuille ou un petit carnet et j'écrivais ce qui m'énervait et je le gardais quelque part. Et pour me sentir bien, plus tard, je relisais et je répondais devant un miroir à cette personne ou à ces personnes en leur disant ce que je pensais d'elles. Mais la société ne me donnait pas l'autorisation par respect à la hiérarchie. Je suis Peul comme Fatoumata Diallo et nous sommes très respectueuses des valeurs. Et j'écrivais et c'est comme ça que je vivais une vie imaginaire parallèle. J'avais toujours voulu écrire, je voulais faire partie des prix Nobel et tout. Alors, quand j'ai grandi, j'ai été à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je n'ai jamais voulu m'installer à l'étranger. J'ai jamais étudié à l'étranger. J'ai toujours fait l'école publique. J'ai eu la chance d'être projetée dans un monde auquel je m'attendais absolument pas. Le milieu de l'aviation civile. Donc, je suis passée hôtesse de l'air. J'ai fait plusieurs compagnies aériennes.
Et je me suis retrouvée au Qatar. Donc, j'ai fait le tour du monde. J'ai visité vraiment tous les continents, toutes les villes les plus magnifiques de ce monde. Et à chaque fois que je passais quelque part, j'avais envie d'écrire ça quelque part, de l'imprimer. J'avais besoin d'une tablette où je pouvais inscrire en lettres d'or toutes les beautés que je voyais. Je prenais des photos que je gardais jalousement, mais j'avais envie que tout le monde voit qu'il est possible de vivre dans un monde merveilleux, mais de transformer là où l'on vivait. Et j'avais envie que le Sénégal soit comme ça. Et je voulais l'inscrire quelque part. Alors, je suis rentrée au pays et c'est là que j'ai perdu mon ordinateur et toutes mes photos ont été écrasées. Et je m'en suis voulu de ne pas avoir écrit tous mes souvenirs quelque part. Et heureusement, j'ai commencé à découvrir Facebook. J'ai beaucoup hésité, je l'ai ouvert et pendant près de 4 ans, on ne voyait pas une seule de mes photos. J'étais cachée derrière un pseudonyme. C'est de là où est sorti Dédé Didi. Parce qu'au début, je pensais que c'était un site de rencontre où les gens allaient venir me draguer et autres. Et vraiment, j'étais pas du tout dans cette mouvance. Je me suis cachée derrière ce nom et une photo de la princesse Cendrillon. Et voilà, j'ai commencé à raconter ce que j'avais vu dans le passé, comment je voyais la société. J'exprimais mon désarroi face à la situation des enfants de la rue. Et de fil en aiguille, des femmes ont commencé à se confier à moi, à me raconter ce qu'elles vivaient. C'est vrai qu'en partie, j'ai vécu par personnes interposées des situations pareilles. On m'a raconté dans mon entourage, des cousines, des sœurs, des tantes ont vécu des situations très difficiles. Mais quand une femme vient se confier à toi, c'est pas quelque chose de commun chez nous. Donc les femmes venaient se confier et me disaient leurs secrets les plus sombres. Et elles avaient besoin que ces secrets-là soient vus par d'autres femmes pour qu'elles puissent espionner et savoir si d'autres vivaient comme elles. Elles avaient besoin d'une communauté. Et de fil en aiguille, j'ai créé la page Violence faite aux femmes Sénégal. J'ai commencé à raconter leurs histoires. Je les séparais de mes blogs parce que mes blogs ne parlaient que de belles choses, du tourisme au Sénégal, où est-ce qu'on pouvait aller, où est-ce qu'on pouvait sortir à Dakar. J'ai créé le groupe Sortie à Dakar. Mais je ne pouvais pas associer les deux parce que ces femmes-là avaient besoin d'un safe space, d'un endroit où elles pouvaient raconter leurs histoires sans que personne ne les juge. Et j'ai passé des nuits blanches à ne pas dormir, à écouter leurs histoires, à essayer de trouver des solutions. Et de fil en aiguille, j'ai trouvé des solutions pour certaines. Et elles ont commencé à me dire, mais il faut l'ériger en association. Vous pouvez pas continuer à aller quémander à gauche, à droite, un soutien, un hébergement, une banque de dignité, de la nourriture par-ci, par-là. Et j'ai commencé à écrire maintenant ces histoires-là de ces femmes. On a créé l'association et je les pousse à écrire. Parfois, on se retrouve, je leur donne des orientations et elles disent, Maître Dédé, il faut que mon histoire soit connue. Il faut que les gens me lisent. Mais j'ai peur, je ne veux pas avancer. Est-ce que tu n'as pas envie d'être mon nègre? Et c'est une possibilité que je suis en train d'envisager avec mon amie Fatoumata Kane Kizerbo, qui est éditrice basée à Montréal et au Burkina Faso. On a discuté de tout cela et on a créé un projet collectif. Elle a contacté des personnes, je lui en ai recommandé d'autres au Sénégal et nous avons produit ce livre Jusqu'à ce que mort s'en suive, qui est un livre qui parle, qui donne la perspective des violences basées sur le genre, c'est-à-dire chaque écrivain, chaque participant, chaque co-auteur explique cette problématique en fonction de sa localisation géographique, de la culture que les hommes et les femmes ont par rapport à cette problématique de violence basée sur le genre. Donc de la Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, Sénégal, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, elles ont toutes écrit ici pour dire comment leur société perçoit les femmes et comment elles acceptent ces violences-là. Je vais m'en arrêter là pour que le débat puisse s'élargir. C'est pour moi un plaisir et voilà, mon trac, la glace a été brisée, je pense, au fur et à mesure que je parlais. Je vous remercie de m'avoir écouté et Judith encore, mon rêve s'est réalisé, ça se passe à l'Oman Art, enfin. Merci beaucoup. Donc, merci. On accueille sur ce plateau un homme
qui vient un peu nous casser notre féminité, quoi. Féminisme, je sais pas quel est le mot que je vais utiliser. Oui, c'est un féministe. C'est pour ça qu'il est là. C'est pour ça qu'il est venu. Donc, merci d'accueillir Michel Mendy, qui est auteur, poète, romancier, beaucoup de casquettes, qui a fait énormément de cafés littéraires, qui a été aussi l'un des fondateurs des cafés littéraires. Et c'est pour ça que j'ai voulu qu'il soit là aujourd'hui pour parler de ce thème sur la littérature féminine, parce qu'il s'y connaît et ensemble, on pourra échanger là-dessus. Donc, savoir aussi, ça permet aussi d'avoir un regard masculin sur la littérature féminine. Donc, je laisse Michel se présenter. C'est un plaisir pour moi d'être ici, de retrouver des amis, Fatimata, les dames. J'ai lu votre livre avec beaucoup de bonheur. C'est un livre magnifique que j'ai commenté d'ailleurs sur Facebook, je pense, ou bien sur WhatsApp, que j'ai présenté en tout cas. C'est un excellent ouvrage collectif. Donc, c'est un plaisir d'être là. Je m'appelle donc, comme elle a dit, Judith, merci en passant. Je m'appelle Michel Mendy. J'ai écrit... J'ai peur de dire je suis auteur ou bien écrivain. Je vais dire j'ai écrit un recueil de nouvelles et récemment un recueil de poèmes, Blessure du soleil. Comme elle a dit, j'ai aussi fait beaucoup d'activités littéraires en organisant des cafés littéraires un peu partout au Sénégal, quasiment dans toutes les régions du Sénégal, sauf deux si je me souviens, c'est Kédougou et Matam, parce qu'on a dû être quand même arrêté par la pandémie du Covid. Et pas plus tard qu'hier, on a fait avec Fatimata ici présente un café littéraire au lycée Malick Sy de Thiès, un excellent café littéraire. Donc j'ai fondé une association qui s'appelle Les Vendredis du Livre à Guédiawaye où j'habite, où depuis 5 années maintenant, on fait régulièrement, je vais dire on faisait, bon on a un peu arrêté, c'est la Covid qui nous avait un peu stoppé, on a eu du mal à relancer quand même, mais on a reçu avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, de grands noms de la littérature sénégalaise, Fatimata Diallo, Pape Samba Kane, voilà, beaucoup, j'en passe, qui ont fait la renommée de cet espace-là, qui a aujourd'hui un nom dans la promotion de la littérature du livre au Sénégal et de ce que font les écrivains en général. Ensuite, j'ai un peu travaillé avec une autre association au niveau international qui s'appelle la scène littéraire. C'est avec cette association d'ailleurs que j'ai fait le tour du Sénégal 3 ou 4 fois, toutes les régions, plusieurs fois Saint-Louis, plusieurs fois Thiès, beaucoup de régions, je suis retourné avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. Ensuite, j'ai dû quitter cette association. Aujourd'hui, je suis dans une maison d'édition, Saraba Édition. Donc, on continue à faire ce travail autour de la littérature, la promotion du livre et de la lecture. Alors, moi, depuis que j'ai pris l'initiative de continuer à faire mes animations littéraires de mes propres ailes, la remarque que j'en fais, c'est que j'ai plus tourné avec des écrivaines qu'avec des écrivains. Je me demande même si j'ai, à part hier quand même, hier on a eu un écrivain, Mohamed Dr Diaw, mais la plupart du temps c'est avec des dames que je le fais. Je ne sais pas, peut-être que l'écriture des dames me parle plus que celui des hommes, je ne sais pas, peut-être, mais je pense qu'elles ont leur mot à dire dans ce qui se fait dans la littérature. C'est une écriture très poignante, c'est une écriture en fait revendicative, c'est une écriture qui participe pour moi à soigner notre société, à la rendre beaucoup plus parfaite, du moment où on puisse s'ouvrir à ce qu'elles disent, à ce qu'elles expliquent, pour comprendre qu'elles sont partie intégrante de notre société, qu'elles ont leur place de façon... qu'elles ont totalement leur place. J'ai l'habitude de dire un pays où il y a, par exemple, je pense bien, 52% de femmes, n'a pas intérêt à négliger cette force vive-là. Sinon, elle devrait avoir plus intérêt à la mettre en valeur, à en tirer le maximum qu'elle peut pour que le développement puisse se faire. On ne peut pas se développer avec la moitié de la population, mais sinon avec toute l'intégralité de la population. Donc pour moi, la littérature féminine, la littérature écrite, les livres écrits par des femmes au Sénégal, c'est quelque chose de très important. Je parle des livres que je connais le plus peut-être que j'aurai l'occasion de découvrir les autres dames qui sont sur ce plateau. Mais en ce qui concerne Fatimata, moi, Rouge Silence, des cris sous la peau,
c'est des livres que je parviens même des fois à réciter, tellement les thèmes sont forts, l'écriture elle est belle, elle est poétique, elle est poignante, les mots sont bien placés, sont bien choisis, c'est des mots qui sont très forts, qui sont exacts, la qualité de la langue elle est exceptionnelle, c'est quasiment un défaut parce que c'est tellement parfait que voilà, tu te demandes, mais ça en devient un défaut quoi. Donc et je sais qu'il y en a beaucoup qui, comme elle, écrivent sinon plus ou bien autant qu'elle peut le faire. Donc c'est une littérature qu'on a intérêt à ne pas négliger, mais plutôt à mettre en valeur. Donc Judith, je m'en tiens à ça pour l'instant. Oui, tu as déjà mis tout à fait les pieds dans le plat, comme on dit. Non, pas du tout. Donc, avec toi, on entre directement dans le vif du sujet, dans notre thématique, qui est la littérature féminine. Les regards, plusieurs regards, hein, parce que chacun a sa vision. Et donc, qu'est-ce que ce thème vous inspire? Déjà, la phrase « les mots pour soigner les mots », qu'est-ce que ça vous inspire? Je commence par toi, Fatimata Diallo. Alors, la littérature au féminin, c'est une réalité au Sénégal depuis très longtemps, depuis les années 70 au moins, lorsque Awa Thiam a écrit un ouvrage qui s'appelle « La parole aux négresses », où elle déplore l'excision et où elle parle... elle donne la parole aux femmes, une parole qui leur était un peu confisquée. Elle leur donne la parole à travers le Mali, le Sénégal, la Mauritanie, la Guinée. Elle fait parler les femmes de manière très brute. C'est une écriture vraiment très brute, d'ailleurs. C'est une écriture sans phare, qui pénètre, qui est saisissante. Elle a fait vraiment... Elle a vraiment marqué son empreinte dans le reste de la littérature. Pape Michel disait que les femmes ont une écriture revendicative. Je suis assez d'accord avec ça parce que les femmes, en fait, la littérature suit la marche de la vie. Tout simplement parce que la littérature, c'est la vie. Et la vie devient littérature sous la plume des écrivaines. On écrit en général pour mettre à distance les choses, pour les regarder et pour donner du sens. Et la plupart du temps, certaines écrivaines aussi ont écrit pour pouvoir continuer à vivre. Je l'ai entendu chez une écrivaine qui ne vit pas au Sénégal, mais qui vit en France, c'est Fatou Diom. Je l'ai entendu parler de sa propre écriture et dire « J'écris pour apprendre à vivre, pour continuer à vivre. Parce que sans cette écriture-là, je crois que je ne serai plus là. » Parce que les mots, elle, on lui a reproché sa naissance. Elle dit « Mais comment peut-on me reprocher d'être née comme je suis née. Aucun enfant n'a jamais dit « Ah, ben moi, je peux naître ici, moi, je veux naître là-bas. » Et donc, je pense que cette littérature féminine, elle va donc de Awa Thiam, mais on a Mariam Abba, évidemment, comment ne pas la citer, Aminata Sow Fall. Ce sont des écritures tellement particulières, incroyablement riches, même si le dernier ouvrage d'Aminata Sow Fall, c'est pas ce que je préfère chez elle. Mais moi, si j'ai commencé à écrire, en tout cas, quand j'étais jeune, c'est parce qu'elle a écrit Le Revenant. Je ne sais pas si vous vous souvenez du Revenant. C'est absolument génial. Jamais je n'ai lu un livre, que ce soit homme ou femme, qui ait autant de génie. Je pense à l'autre, la grève des Batous. Comment avoir cette idée-là, mais c'est absolument fondamental. Je crois que on a souvent tendance à penser que la littérature sénégalaise a été faite par les hommes. On pense Senghor, on pense David Diop, Birago Diop, etc. Et on néglige un petit peu cette littérature qui est au cœur de la littérature. J'ai été invitée à parler de littérature féminine au CESTI la dernière fois, et le sujet c'était quel est l'apport les femmes dans la littérature, un apport fécond, point d'interrogation. Mais j'étais tellement fâchée, j'ai dit, mais enfin,
Comment ça, un apport? Les femmes, c'est elles qui font la littérature. Avez-vous seulement un seul livre, un seul roman, une seule pièce de théâtre, quelque chose où les femmes ne sont pas au cœur? Enfin, moi, je parle même de littérature en général. Je parle même pas de littérature écrite par les femmes. Je prends juste Ousmane Sembène, Les bouts de bois de Dieu. Quel est le personnage central si ce n'est pas cette dame absolument incroyable qui fait bouger toute une société? Et donc, je veux dire, elles sont le cœur de la littérature. Et je pense même qu'à la limite, il faut pas séparer la littérature au féminin et la littérature au masculin, même si c'est un classement qui est un peu artificiel pour moi, hein. C'est la littérature tout court. Et c'est la littérature, c'est celle qui nous fait vibrer. Elle nous fait tous vibrer, qu'on soit homme ou femme. On retrouve le même plaisir à lire les femmes et les hommes. Moi, quand je suis à côté de Michel, je suis désolée de te le dire, Michel, pour moi, tu n'es ni homme ni femme, tu es juste Michel pour moi, quoi. C'est pas un homme. Et quand il écrit, si on me dit pas que c'est un homme qui a écrit, je peux pas dire que c'est un homme. Vous voyez, c'est impossible. Et je crois que moi, dans mon écriture, on sent tout de suite que c'est une femme, parce qu'en plus, on sait que c'est une femme en colère. Tu vois? C'est une femme en colère parce que parce que j'ai une écriture un peu éruptive. C'est une éruption volcanique, ça bouge, ça bouillonne. Puis à un moment donné, ça a explosé un peu sur Facebook. À un moment donné, les gens m'ont dit, mais enfin, toi, arrête d'écrire sur Facebook parce que tu es en train de perdre de l'argent. Il vaut mieux que tu écrives un livre et que tu le vendes. Donc, j'ai un peu arrêté d'écrire sur Facebook. Mais quoique l'envie, ça me démange, hein. Et quand ça me démange, j'écris sur mon ordinateur et je garde. Je me dis, bon, un jour peut-être, je le lirai aux enfants et tout ça. Voilà. Donc pour moi, c'est une littérature qui est vivante, qui est au cœur même de la littérature et qui mérite qu'on lui fasse vraiment la place qu'elle a. Parce que si on la lit de près, on y retrouve toutes les problématiques présentes dans la société et même au-delà de la société. Le fait même que le mot littérature soit un mot féminin nous permet de l'envisager. Moi, je l'envisage à la limite la littérature comme une femme, avec tous les problèmes qu'elle a, avec toutes ces colères, toutes ces violences et toutes ces beautés, toutes ces sensualités, tout ce qu'elle porte, tout en fait. Fatimata, finalement, on ne sait pas si c'est une poétesse ou une romancière, mais je pense que c'est plus une poétesse. Bonsoir Michel, c'est enchanté. Et par rapport à la littérature, je suis d'avis, comme elle l'a dit, que la littérature n'a pas besoin de cette dichotomie. Parce qu'il n'y a pas de littérature masculine. Vous lisez Senghor, c'est la sensibilité qui transparaît. Vous lisez qui encore? Un Biragodio, bon, c'est vrai que c'est des contes, etc. Mais la sensibilité, ça, c'est le point commun de tous les auteurs. Ça peut être plus appuyé chez l'un que chez l'autre. C'est ça peut-être la différence. Des mots pour, qu'est-ce que vous avez dit? Je pense que j'ai, un peu donné la réponse pour ma part dans ma présentation. Tous les deux ouvrages personnels, parce que le troisième, c'est un ouvrage collectif, mais me concernant, moi, j'ai besoin d'écrire. C'est-à-dire, je lisais beaucoup. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, quand je suis arrivée à l'Harmattan pour déposer le manuscrit, l'administrateur, Dr Diallo, m'a dit, enfin, parce que toi, je t'attendais depuis longtemps. Parce que pour écrire, il faut avoir beaucoup lu et il faut continuer à lire. Et pour rejoindre Fatimata, moi, je dis que les femmes ont fait la littérature, elles la font et la feront. Pourquoi? Parce que moi, je distingue les romancières. Si je prends la littérature, pas romancières, les écrivaines africaines et particulièrement sénégalaises en 3 catégories, 3 tranches. La première, comme elle l'a dit, ce sont les pionnières. Parce que récemment, le 7 mars plutôt, la veille, j'ai fait une émission avec, c'est un plateau dont j'ai longtemps rêvé et c'est la vie et Dieu a vraiment fait que j'ai fait face à une référence, professeur André-Marie Diagne, bonne année, que je voyais toute petite, Citizen dictée à la RTS. Donc, une très belle émission. Et je l'ai aimée parce que j'en rêvais. Je pensais, c'est comme faire face à une Fatima peut-être, ou si Maya Amaba était là, ma référence dans la littérature.
littérature, etc. Mais l'autre jour, mercredi, je parlais tout à l'heure du panel avec les étudiants de Subdeco. Je leur ai dit que la littérature africaine, avant d'en venir au constat profond, pour la littérature sénégalaise, il y a d'abord les pionnières. Elle a parlé d'Awa Thiam tout à l'heure. Nous avons le fer de lance de la défense de la cause féminine, Maria Maba. Vous avez Aminata Sow Fall, vous avez Ken Bougoul, on y reviendra. Vous avez deux dames qui ont disparu. L'autre, finalement, elle écrivait en Wolof, c'était Mam Younous Dieng. Et vous avez encore une dame qui est décédée il y a 2 ans, Fatou Nyansiga, qui est la Saint-Louisienne, qui avait écrit donc Reflets et traditions saint-louisiens. Donc c'est la mère de l'ancien ministre Maïmouna Sourandir, une grande dame, bon, peu connue, c'est vrai, mais c'est la première catégorie. Donc des années 70, comme elle l'a dit, à, disons, 90. Et de 90 à 2000, vous avez la catégorie, le groupe, ce que moi j'appelle la génération pont intermédiaire entre les pionnières et celle qui viendra après. C'est les Sorna Benga, Fatou Diom, Nafissatou Nyan Diallo, Feu Nafissatou Nyan Diallo, pardon, les femmes Diagne Sen, etc. Et après, depuis 2010, vous avez... Voilà, le groupe. Vous avez l'Empire du mensonge, c'est pas trop du Aminata Sow Fall. Pour ceux qui ont lu Aminata Sow Fall, nous on aime parce qu'elle a une plume exquise en fait. Mais c'est juste pour dire que toutes ces écrivaines-là, le point commun se rapporte à votre thème. On écrit pour se soigner d'abord, on en a besoin. On écrit parce que lorsque vous serez lu, parce qu'elle a dit à l'entame, on n'écrit pas pour ranger dans les tiroirs. Nous tous, on a des projets qui ne sont pas encore publiés, ce n'est pas encore un ouvrage, puisque ce n'est pas présenté au public. Mais une fois que vous partagez, comme l'a dit, donc, je me rappelle plus de l'auteur, mais chaque ouvrage a 2 auteurs. L'auteur, celui qui l'a écrit, et le lecteur. Parce que le regard que vous avez, vous, quand vous vous enfermez dans votre chambre la nuit ou bien à n'importe quelle heure pour écrire, ça c'est personnel. C'est intime, comme dans Conviction. C'est Diana Bassar qui se livre un peu. Mais le regard qu'un autre aura, le lecteur, ça aussi, c'est un ouvrage, entre guillemets. C'est pas publié, mais c'est une autre facette de votre ouvrage. Donc, c'est juste pour dire, comme elle a dit tout à l'heure, la littérature africaine a devant nous de beaux jours. La littérature sénégalaise particulièrement, parce que j'aime le dire, quand on fait un constat, j'en viens au constat, par rapport au thème ou bien aux États, aux pays où la littérature sénégalaise la littérature féminine a été plus marquante depuis la période post-indépendance, vous verrez surtout pour l'Afrique de l'Ouest par exemple, le Sénégal. Le Sénégal, parce qu'on a toute une palette que j'ai listée, et la liste est loin d'être exhaustive. Vous avez, par exemple, si vous prenez le Cameroun, et là je salue voilà, notre sœur camerounaise, vous avez Calixte Béala, n'est-ce pas? Vous avez d'autres comme Léonora Miano. Si vous prenez le Nigeria, vous avez Chimamanda, serait donc un peu radical comme peut-être Diana Bandiaï. Donc juste pour taquiner, donc une féministe affirmée. Si vous prenez donc il y a quelqu'un qui a parlé tout à l'heure de Asma, la marocaine, qui est médecin biologiste. Elle est plus farouche que les autres féministes puisqu'elle a carrément choisi le thème Islam et femmes. La plupart de ses ouvrages, c'est axé sur ça, les questions qui fâchent. Elle fait exprès de mettre ça en rouge, en sous-titre, les questions qui fâchent, pour parler de voile parce qu'avant, elle portait le voile et en 2015, elle a enlevé carrément son voile. C'était un choix. Et d'autres, voilà, juste pour montrer que voilà, c'est une littérature peut-être plus appuyée en Afrique subsaharienne, mais qui doit être davantage soutenue par les hommes, comme vous l'avez dit. Moi, je n'ai aucun problème à lire parce que toute notre enfance a été bercée par des ouvrages majoritairement rédigés écrits par des hommes, n'est-ce pas? Mais je veux dire, il faudrait encourager, et c'est un bonheur de voir quand vous allez par exemple à la librairie 80 ou bien surtout à la librairie Harmattan, vous avez voilà, rien qu'en regardant, vous voyez des écrivaines, quoi, des auteurs. Moi, j'ai pas peur de ce mot-là, ce sont les écrivaines. Quand vous lisez une Fatima Diallo, mais voilà, elle mérite ce statut, statut-titre, elle mérite ça. Vous prenez quelqu'un d'autre comme Ndeye Fatou Ndiaye, elle a écrit La Concession, elle a écrit Dans les chaînes du silence, mais c'est excellent. Voilà, donc pas comme certaines qui ont écrit sur la politique africaine, non. Donc c'est juste pour vous dire que voilà, c'est extraordinaire. Donc on a vraiment, c'est très très riche quoi, juste pour me limiter à ça.
Alors, je vais essayer d'abord de répondre à la première question, les mots pour soigner des mots. Alors, je souhaiterais vous dire, Madame Djenaba, que d'abord, je ne me catégorise pas comme étant une féministe. Alors, pourquoi? Parce que moi, avant d'entrer avant d'épouser une théorie, il faudrait que je me reconnaisse dans cette théorie. Et pour ce faire, j'ai organisé un panel et j'ai invité une sociologue, une juriste, des femmes activistes et des religieux pour pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est le féminisme. Est-ce que chez nous, au Sénégal, nous avons des féministes comme en Europe, comme aux États-Unis, où ce sont des mouvements qui existent depuis les années 1700. Chez nous, est-ce que nous avons eu cette tendance-là? Est-ce que sur le plan de la sociologie, de l'anthropologie, avant de venir à la littérature, nous avons développé, nous avons évolué pour créer notre propre société féministe? C'est la raison pour laquelle j'avais besoin d'avoir la sociologue, j'avais besoin d'avoir le professeur en littérature africaine, Marambala Gay, pour pouvoir comprendre c'est quoi d'abord le féminisme. Pourquoi j'ai organisé ce forum? C'est parce que un homme s'est adressé à moi en me disant « tu es une féministe ». Et pour la première fois, quelqu'un s'adresse à moi en me disant « tu es une féministe » sous le ton d'une insulte. Et moi, avant de répondre à cette personne, il fallait que j'aille faire une recherche. Mais j'aime bien m'appuyer sur des faits réels, des expériences vécues. C'est la raison pour laquelle je suis allée appeler des expertes pour en parler. Et là, nous avons fait l'historique pour expliquer d'où est né le féminisme en Europe, en Amérique. Et chez nous, qu'est-ce que nous avons? Est-ce que c'est du féminisme ou bien c'est de la copie? Parce que les valeurs européennes, les valeurs américaines, les valeurs anglo-saxonnes peuvent être très différentes de nos valeurs. Nous disons, oui, nous sommes des femmes, mais nous vivons dans une société patriarcale. OK. Est-ce que nous sommes allés voir dans notre culture comment nous vivions, dans quelle communauté, quelle organisation nous avions dans le passé? Nous vivions dans un système matriarcal où l'héritage des rois, pour devenir un roi, il fallait être nièce ou neveu d'une femme reine. C'est cette société-là que nous avions. Les femmes avaient le pouvoir décisionnaire. Et la religion musulmane, venue comme des colonisateurs, si je peux dire, nous ont changé et ont imposé le régime patriarcal. Et la colonisation est venue avec des lois qu'ils ont imposées à leurs colons. Et aujourd'hui, ces lois-là sont des lois basées sur le patriarcat. Alors moi, est-ce qu'aujourd'hui, je vais venir m'identifier à une femme qui a eu ses ancêtres et ses arrière-ancêtres qui l'ont éduqué, ont éduqué plusieurs générations sur la base d'une théorie, sur la base de croyances, sur la base d'un développement culturel, économique? Non, il y a une grande différence entre le féminisme d'ailleurs et le féminisme du Sénégal. Alors moi, avant d'aller m'associer, de me rallier, de revendiquer, je suis une féministe, il faut que je comprenne ma société. Et il faut que je développe, moi, une croyance féministe par rapport à ce que nous vivons. Et quand je vais être face à une génération très ancienne, particulièrement les hommes, que je puisse défendre mon féminisme sur la base de qu'est-ce que ma religion dit par rapport à moi, femme, comment je dois me comporter par rapport à un homme, comment l'homme doit se comporter par rapport à moi dans la société, dans la tradition, dans le mariage. Là-bas, vous parlez d'équité, madame, tout à l'heure, notre religion est empreinte d'équité dans la relation entre hommes et femmes. Des conseils, les imams ou les érudits, je les écoute, mais je lis le Coran, c'est sur ma table de chevet. Je le lis pour comprendre, moi, ma position de femme dans ma religion, selon ma religion. Qu'est-ce que Dieu a dit de moi? Il m'a valorisé là-bas. Il faut que je comprenne comment il m'a valorisé pour que demain, quand un homme viendra me dire si tu ne me, comment on appelle ça, que ta place au paradis est sous mes pieds. Donc, si tu ne me donnes pas la dévotion
qu'on t'a dit comment expliquer, je me perds un peu. Si la femme ne se soumet pas à son époux, elle n'ira pas au paradis. Parce qu'effectivement, nous disons de culture que si une femme ne se soumet pas à son époux, le jour de son enterrement, son mari ne priera pas pour cette femme-là pour qu'elle aille au paradis. Donc ton paradis repose entre mes pieds et mes prières. Je saurais lui répondre à cet homme. Je lui dirais que dans An-Nisa, Dieu nous a donné les mêmes valeurs. Dans Al-Baqarah, Dieu a décrit, selon la loi musulmane, comment toi, homme, tu dois me donner le respect. Et c'est ce respect que je dois te rendre. Nous sommes équitables face à lui. Tu iras me jeter une pierre parce que tu diras, oui, elle a commis la fornication. Oui, elle a commis l'adultère. Cette même pierre, on te la jettera. Et le même enfer qui m'est promis te sera promis parce que Dieu a dit que la fornication et l'adultère, je donnerai la même punition pour l'homme et pour la femme. Moi, je pense que ce sont ces discours-là que nous devrions d'abord maîtriser avant de parler de féminisme. Parce qu'il y a un féminisme européen, un féminisme américain différent du féminisme européen, différent du féminisme nigérien ou bien kenyan. Alors, il faudrait que nous construisions notre féminisme sur la base de nos propres valeurs. Alors, je sais, je viens de pénétrer dans le milieu de la littérature. Je suis vraiment en extase devant vos connaissances livresques, le monde de la littérature féminine. Je suis en extase devant vous, mesdames, messieurs, madame. Mais moi, dans mes écrits, dans mon discours, je me base sur la réalité et les expériences vécues. Donc, j'ai besoin de faire beaucoup plus de panels avec toi, ma très chère sœur, de continuer à échanger avec toi jusqu'à 1h du matin, 2h du matin pour parler de notre milieu de femmes, de comment nous devrions gagner notre place. Moi, je mérite ma place dans la société. Et je voudrais que toutes ces femmes-là qui m'appellent tout le temps, qui cherchent des solutions, arrivent à connaître leur place dans la société, à s'imposer et à aller vers l'équité. L'équité que nous allons chercher à travers le respect. Hommes, femmes. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, des mots pour soigner les mots. C'est ça, on écrit pour essayer de soigner ce qui se passe, de soigner la société, de parler de nous, de nos mots, des mots de nos sœurs et également parler à nos hommes qui sont nos partenaires. Vous n'êtes pas nos ennemis. Ce n'est pas parce que j'ai écrit pour parler de la situation de la femme qu'il faut qu'il y ait une relation antagoniste entre nous. Au contraire, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin que vous nous accompagniez, que vous nous compreniez, que vous poussiez des hommes comme vous à comprendre que la femme, c'est une perle. La femme, c'est une fleur. Il faut l'arroser. Voilà, moi, c'est comme ça que je comprends des mots pour soigner les mots. Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'en pense. Et moi, tout à l'heure, j'ai dit que j'étais féministe. Quand je le dis, c'est que pour moi, être féministe, le mot n'a pas plus de sens plus que ça pour moi. Parce que pour moi, quand une personne est devant moi, je ne cherche pas à comprendre si c'est un homme ou bien une femme. Je considère que je suis devant une personne humaine, que je suis obligé de traiter avec toute la dignité requise qu'il faut comme personne humaine, soit une femme, soit un homme. Il n'y a pas besoin de faire cette différence, d'avoir cette volonté de montrer une pseudo-supériorité du fait qu'on serait un homme, qu'elle serait une femme, qu'on a quelques avantages sur elle. Ça ne se passe pas comme ça dans ma tête, en tout cas à moi. Ça ne se passe pas comme ça dans mon cœur aussi. Ça se passe normalement, je suis devant un être humain que je suis obligé de traiter comme un être humain, sans pour autant exagérer, mais aussi sans pour autant avoir une quelconque faiblesse devant ce traitement-là. Donc juste un être humain qu'il faut respecter, qu'il faut chérir, qu'il faut aimer, à qui il faut donner toute la dignité que Dieu a voulu lui donner. Ça s'arrête là, quoi. Et après, je me rends compte que en faisant cela, je ne suis pas dans des excès, je ne suis pas dans une violence inutile, je ne suis pas dans une maltraitance inutile, je ne suis pas dans un comportement excessif qui pourrait m'amener à être qualifié de macho ou bien de je ne sais quoi, quelqu'un qui maltraite les femmes, etc. Donc, c'est mon point de vue sur cette question entre relations entre hommes et femmes, féminisme.
ça n'a aucun sens. Maintenant, les femmes qui se revendiquent féministes par rapport à cette revendication-là, je pourrais comprendre. Bien sûr, les choses ne sont pas les mêmes, suivant qu'on soit d'une planète à une autre, souvent qu'on soit d'un pays, d'un horizon à un autre, ça varie, on n'a pas les mêmes réalités. Chacun traite ses propres questions suivant ses propres ressources, suivant ses propres réalités. Mais n'empêche, de ce que je sais, de ma culture et de mes connaissances, qu'elles soient minimes ou pas, que chez nous, nos sociétés africaines ont toujours donné une place très, très, très importante à la femme. Moi, je suis Manjac. Dans ma communauté, il n'est pas question de prendre une seule décision sans pour avoir concerté ce qu'on appelle Namaka, c'est-à-dire la grande dame, la femme la plus âgée de la fratrie, de la concession de la famille. Quelle que soit la décision que vous prenez, sans son aval, sans l'avoir concertée, elle ne passera jamais. Et les gens se demanderont toujours si elle est d'avis, si elle est d'accord. Et donc, que la concertation se fasse en public ou bien en privé, il faut qu'elle ait lieu en tout cas. Il faut qu'elle donne son accord. Donc, vous voyez l'importance qu'a la femme dans nos sociétés africaines. Et je suppose que dans d'autres communautés africaines aussi, les choses se passent ainsi. Maintenant, nous sommes dans une époque qui est ultra moderne, je vais dire, qui est ultra moderne, donc avec beaucoup de bouleversements, beaucoup de mutations, beaucoup de changements, beaucoup de paradigmes qui ont bougé et une réalité qui est là devant nous. Et c'est tout heureux pour moi que des femmes aient pris la plume pour écrire, pour s'affirmer en fait. Pour ne pas dire pour revendiquer, pour s'affirmer, pour s'imposer dans notre espace sociologique. Moi, j'adore la trilogie. L'écriture de Ken Bougoul, par exemple. L'écriture de Ken Bougoul, c'est une écriture qui est pour moi parfaite, excellente. Riwan ou Le chemin des sables, c'est un livre qui est merveilleux, qui pose la question de la place de la femme dans une famille traditionnelle, par exemple. Et si vous prenez un autre livre que j'aime beaucoup chez Ken Bougoul, c'est De l'autre côté du regard, un livre qui est pour moi magnifique, où elle dénonce en fait de certaines violences qui sont faites à la femme, mais qui sont cachées, quoi. C'est-à-dire en toute complicité du cercle familial, parce qu'il y a des avantages qui sont donnés aux hommes qui peuvent se permettre certaines choses vis-à-vis des femmes et que les gens ont tendance à étouffer. Et cette plume-là, c'est une plume qui s'affirme. Les mots, oui, pour soigner les mots, tout à fait. Quand les femmes subissent des violences, quand les femmes subissent des injustices, quand elles sont capables de poser des mots M-O-T-S sur un papier pour avoir cette volonté de soigner des mots M-A-U-X, mais pour moi, c'est tout heureux que nous puissions, nous, société humaine, nous en saisir pour changer le regard qu'on pose sur la femme, avoir un autre regard, savoir que l'être humain qui est en face de moi là, c'est pas un être à opprimer, c'est pas un être à minimiser, c'est pas un être à affaiblir, plutôt c'est un être à qui il faut donner toute la valeur qu'il faut, toute l'humanité qu'il faut, tout l'amour qu'il faut. Et surtout, c'est une personne chez qui il faut aller chercher tout le potentiel qui existe en elle pour le mettre en valeur, afin qu'elle puisse s'affirmer comme tout le monde. Parce que tout simplement, c'est un être humain et pas plus, quoi. Merci à vous. Moi, j'ai juste envie de rebondir rapidement. Est-ce que on n'a jamais parlé, pendant longtemps, on n'a jamais parlé de littérature masculine? Non. Pour les hommes, on disait tout simplement, voilà, c'est un écrivain, littérature. Pourquoi pensez-vous que ce mot de littérature féminine s'est imposé pour les femmes? Je suis persuadée que c'est toujours du machisme. Excusez-moi, mais moi, j'ai le cœur qui a un peu bondi à certains moments, parce que moi, je me réclame. Mais alors, quand on me dit tu es féministe, je suis contente. Je suis heureuse, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. Et quand on me dit en plus tu es féministe radicale, je suis encore plus heureuse. Tu vois? Je considère que d'abord, il n'y a pas un féminisme, il y en a X, il y en a plusieurs. Le féminisme en Europe ne peut pas être le même que le nôtre. Nos revendications ne sont absolument pas la même, même si nous avons exactement le même but. Le féminisme est un humanisme.
C'est juste être considéré comme un être humain. Et le jour où toutes les disparités disparaîtront, le jour où il n'y aura plus quelqu'un qui va me dire « tu n'es qu'une femme », ce jour-là, où il n'y aura plus ça, moi je quitterai le féminisme. Et je me réclamerai peut-être humaniste, hein, tout simplement, dans un autre truc. Mais il faut arrêter, nos sociétés sont ultra violentes vis-à-vis des femmes. Mais moi, je l'ai su le jour du décès de mon papa. Les gens sont venus après l'enterrement et il fallait s'asseoir pour discuter, pour parler de lui, pour faire des témoignages. Je suis venue, je me suis assise au milieu parce que je me sentais concernée. Et on était dans au fin fond d'un village, pour ne pas le citer, Wurosogi. C'est très très loin. Il fait très très chaud. Et toutes les femmes étaient reléguées dans la partie la plus chaude. Et je suis venue, j'ai dit, mais pourquoi vous ne les mettez pas, vous mettez pas, même si je respecte la religion. Dans la religion, il faut faire une séparation entre les hommes et les femmes. J'ai dit, mais partageons l'espace qui est intéressant, qui est agréable. Et je me suis assise au milieu. J'ai dit, moi, je bouge pas. Je bouge pas de là. Ma mère a dit, mais quitte là-bas, c'est pas possible. Tu vas pas bouleverser les lois de ce village. Toi, tu arrives de la ville, tu arrives de France, et les gens, oh, Kotoubac, c'est une Française, laissez-la. J'ai dit, ok. Mais j'ai commencé à expliquer pourquoi il fallait que nous soyons là, nous les filles de mon père. Mon père a fait un garçon. Et il a fait 7 filles. Je vois pas pourquoi les 7 filles n'auraient pas le droit d'être là au même titre que mon frère qui trônait là. Et moi, ça m'énervait. Je me disais, mais c'est pas possible. J'ai envie de témoigner pour mon père. Et donc, quand je l'ai expliqué, je vous assure que ce jour-là, les gens ont compris. Il n'y avait aucun antagonisme. Il y avait juste la volonté de rendre hommage à un homme. Et il n'y a pas eu de problème. Ça veut dire que les gens, ils comprennent. Il n'y a pas d'antagonisme. Moi, je ne me sens pas l'ennemi des hommes. Hein. Bien au contraire. J'aime les hommes qui sont autour de moi, tout comme j'aime les femmes qui sont autour de moi. Mais j'ai entendu quelqu'un dire à sa fille, tu n'es qu'une femme. N'essaye pas de revendiquer quoi que ce soit. N'essaye pas d'avoir une parole. Ça, non. Ça, non. Et puis, il faut arrêter de croire que le féminisme est une invention européenne. C'est quoi cette affaire? Bien sûr que les Européennes ont leur féminisme. Évidemment. Mais sans Gisèle Halimi défendant l'avortement, le droit à l'avortement, nous, aujourd'hui, nous ne serions pas là, aujourd'hui, en train de revendiquer aussi ce droit-là. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je suis désolée, il y a une forme d'hypocrisie quand même dans cette société qui fait que lorsque une femme avorte, on l'amène à Liberté 6. On l'enferme. On l'enferme sans comprendre. Je connais tellement d'histoires sur l'avortement. Toi, Dédé, tu dois en connaître. Combien un homme viole sa fille? Elle meurt parce que sa mère essaie d'enlever le bébé parce que c'est pas possible, l'inceste. Et vous savez quoi? L'homme, il vit quelque part. Et puis la femme, elle est à Liberté 6. Elle a perdu sa fille, elle est morte pendant l'avortement. Elle a double peine. Voyez, moi, tant que des problèmes comme ça subsistent dans cette société, ben, je me déclarerai féministe radicale. Mais vraiment radicale. Et ce n'est pas du tout contre les hommes. Je suis désolée, je ne suis pas contre les hommes. Ouais. C'est-à-dire que exutoire, oui, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure et Fatima l'a rappelé, on écrit pour exister, on écrit parce qu'on a vécu un trauma, voilà quoi. Chacun a un moment de sa vie et l'écriture s'impose à vous en fait. Ça s'impose. C'est-à-dire que Ndiaye Nabassar, son premier projet littéraire, c'était un roman. Il est là, je l'ai pas encore touché. Juste amorcé les personnages et j'ai rangé. Mais qu'est-ce qui a imposé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un contexte malheureux. Et après des résultats probants et une recommandation, qui ont poussé donc à la publication de cet essai de géopolitique. Mais surtout le dernier, c'est-à-dire Conviction, là vous avez la réponse à... Bon, là c'est vous qui... Bon.
Donc, pour conviction, je réponds carrément. C'est-à-dire que c'est pas une autobiographie, mais en partie, vous avez une Dieynaba Sarr qui, déjà sur la couverture, vous interpelle. Et celle que vous voyez sur la couverture vous montre le dos. Donc, ça veut tout dire. Je pense que, voilà, l'écrivain la plume a cela de magnifique, de sacré, que parfois et ça, vous le constatez lorsque l'ouvrage est publié. Lorsque vous l'écrivez à la phase manuscrit, vous ne sentez pas le poids de vos écrits, c'est-à-dire l'importance. Mais une fois que c'est publié et que une à deux personnes vous interpellent, des individus vous disent « mais j'ai l'impression que tu as écrit pour moi » ou bien « c'est mon histoire que j'ai lue », etc., etc. Mais là, vous êtes, il n'y a pas une joie, c'est indescriptible en fait, pour moi en tout cas. Parce que si vous prenez un texte comme Foi dans cet ouvrage-là, moi, quand je l'écrivais, j'ai pas pensé aux autres. C'est pas de l'égoïsme, mais je veux dire, j'avais des frustrations. Pourquoi je vois à la télé, par exemple, des gens qui parlent de religion ou bien qui prient et pleurent? Cette proximité apparente que moi j'ai notée entre cet individu-là et son créateur. Pourquoi moi j'ai pas cette sensibilité-là? C'est pas par manque de volonté. Parce que depuis toute petite, voilà, on est dans un cadre qui nous détermine sur le plan religieux. Mais le texte Foi, c'était vraiment intime. Je me suis livrée. Pourquoi je n'arrive pas à l'époque, vous voyez, voilà, le tissage et tout. Pourquoi je n'arrivais pas à porter le voile ou bien pourquoi je n'arrivais pas à couvrir ma tête, etc. Donc, c'était des interrogations légitimes. Et j'ai eu énormément de femmes qui m'ont dit que, voilà, en lisant Foi, c'est comme si ce ne sont pas des écrivaines, elles se sentent pas capables d'écrire, mais c'est leur texte en fait, elles s'en approprient. Donc je pense que voilà, l'écriture c'est un exutoire. Et pour rejoindre ma grande sœur Fatima, la violence moi je dirais la société africaine, hein, parce on parle pour ne pas vous exclure Dorine. C'est la société peut-être africaine qui a fait que nous avons cette image-là. Aujourd'hui, vous aurez difficilement une candidate, par exemple, au présidentiel qui va être soutenue comme il le faut. Parce on vous dit, on n'est pas prêt. Au Sénégal, on n'est pas prêt à avoir une femme comme présidente de la République. Donc, c'est quoi le problème? On ne sait pas. C'est-à-dire, est-ce que c'est parce que les femmes... Non, les femmes sont en train de faire leur job. Moi, ce que j'appelle leur job. C'est-à-dire, une Fatima, en plus d'enseigner, écrit. Une Dieynaba Sarr dans la diplomatie, dans le secteur maritime, etc., essaie de se frayer son chemin et de contribuer au développement du pays et du continent, etc. Une autre, Dieynaba Ndiaye dans son secteur, etc., etc. Donc, le problème, ce ne sont pas les écrivaines ou bien les femmes, mais c'est peut-être cette image qui est séculaire qu'il faudrait déconstruire, en fait. C'est une image qui est là et comme on dit, les habitudes ont la peau dure. C'est pas quelque chose qui va disparaître du jour au lendemain. Mais les écrivaines et les écrivains féministes, donc voilà déjà, sont là pour nous soutenir et pour essayer de changer, de déconstruire cette image-là, ce postulat, pour qu'ensemble, d'exutoire, en plus de cet exutoire-là, on ait vraiment une écriture qui ne sera pas... comment dire, sexuée, c'est quoi le terme? Le prof de français? Genrée. Voilà, genrée. Voilà quoi. Que ce soit une écriture, je veux dire, qu'on lise sans regarder, voilà, le nom de l'auteur. Pour moi, c'est juste ça. Et aussi dans les autres secteurs, qu'on arrive à ne plus voir le sexe ou bien la personne qui est devant vous. Si la personne est compétente, et là, c'est l'occasion quand même de saluer une loi peut-être qui a été incomprise, mais qui est une belle initiative, la loi sur la parité. Je me dis que moi, je l'ai écrit et je l'ai défendu. C'est une loi magnifique, mais qui n'a pas été préparée. Et je l'ai dit face au professeur André-Marie Diagne. Parce que moi, lors d'un séminaire, lors du déjeuner, on voulait se mettre devant. Et les hommes nous ont dit, ah non, c'est vous qui avez voté la loi sur la parité, donc vous respectez tout le monde. Voilà, vous allez derrière. Donc c'est pour vous dire, même si c'est juste pour taquiner, chahuter, mais il n'y a pas une loi, elle l'a dit tout à l'heure, la littérature c'est la vie. Mais nous en droit, dès la première année, en introduction du droit, la première phrase c'est « le droit c'est la vie ». Donc le droit c'est la vie, ça veut tout dire. La littérature aussi ne saurait sortir de ce carcan-là. Donc nous avons besoin ensemble, c'est-à-dire c'est une société. Moi, que ce soit le mariage, que ce soit une société, je veux dire là où vous travaillez et tout le monde, il faut qu'il y ait une appropriation de la chose commune. Qu'on sache que si le Sénégal, par exemple, aujourd'hui,
je sais pas moi, la violence explose et tout ça, personne n'en sortira indemne. Que ce soit un autre pays que vous prenez, le continent, non, on n'a pas besoin de ça. Après tous ces siècles de souffrance, je pense qu'ensemble, il faudrait qu'on soit mature. Et moi, ce que j'appelle la maturité, c'est justement ce que les écrivaines, en tout cas cette génération, est en train de faire et ce que les autres femmes essaient d'entreprendre dans les divers secteurs d'activité. Ça, c'est voilà, c'est mon opinion. On peut dire que... Le mal est tellement profond que aujourd'hui, ce qu'on trouve, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ont envie de parler, de dire leur vécu, mais qui n'arrivent pas parce qu'elles ont peur. Voilà, qu'on voit leur nom et tout, qu'on sache qu'elles vivent une situation pareille. Et comment sortir de là? Comment pouvoir, voilà, que chacune puisse assumer sa vie et témoigner, parce que plus on témoigne, plus on donne crédible tout ce qu'on vit. On parle parce que si on sait que telle personne vit telle chose et tout, ça permet au moins de pouvoir changer les choses. Mais si les choses restent toujours cachées, les gens cachent leurs problèmes et tout, on ne change pas en fait la situation. En effet, oui, plus ou moins. C'est très important ce que tu viens de dire, libérer la parole. Il faut libérer la parole. Et la grande question pour nous, femmes qui sont dans le milieu, nous nous activons pour que la femme ait plus de visibilité, que la parole de la femme soit beaucoup plus libérée, que nous trouvions une écoute de la part de la société en général, parce que nous avons aussi des femmes qui sont tellement dans le patriarcat qu'elles sont moulées dans un esprit qui met la femme dans une position vraiment de subalterne et qu'elle l'accepte, et que ce sont elles qui véhiculent les mauvaises pratiques telles que les mutilations génitales féminines et autres. Alors, juste pour vous sortir une anecdote, nous avons dans l'association des espaces où là, on arrive à organiser des activités d'art, des petits ateliers d'écriture, de chorégraphie, d'art plastique pour libérer la parole. Et vous pouvez pas imaginer comme ça libère, parce que en général, quand on a des problèmes ici au Sénégal, on va s'adresser aux parents ou bien au chef de quartier ou encore à une sœur ou à un frère pour espérer que le problème soit résolu. Mais nous sommes éduqués de telle sorte que le fait de parler, de raconter nos histoires intimes, c'est comme si nous nous exposions au public, et en tant que femme, c'est très très mal vu. C'est dévalorisant, c'est humiliant, c'est exposer sa famille. Qu'on te batte, qu'on t'insulte, qu'on t'isole, ce sont des choses qu'en tant que femme, tu dois accepter. Tu dois te soumettre. Tu dois faire le mougne. Tout le monde connaît ici ce que ça veut dire le mougne. Mougne, c'est-à-dire que l'on vit une situation, qu'on l'endure et qu'on l'accepte. Et donc, du coup, ces femmes-là vivent toute leur génération à garder leur frustration et à sourire, à paraître, à bien se maquiller, à se faire belle, à se faire jolie, à se faire accepter par la société. Mais au fond d'elles-mêmes, elles sont brisées. Et les ONG investissent des milliards pour que ces femmes-là libèrent la parole, afin que les mutilations génitales cessent, afin que les violences conjugales cessent, ou bien que le viol dans les maisons perpétré par les pères, les cousins, les cousines cesse. Mais il faudrait que notre pays aille vers des études anthropologiques pour pouvoir comprendre le pourquoi la parole n'arrive pas à se libérer. Alors, au sein de notre association, nous essayons de libérer à travers l'art, à travers l'écriture, la littérature, la lecture. Nous essayons tant que nous pouvons, et la parole se libère. Et les discussions sont intergénérationnelles. Quand on invite une jeune fille victime de mutilation, qu'elle raconte son histoire et l'histoire de sa nièce, tout le monde se met à pleurer. Et qu'une dame qui a la retraite nous dise, mais écoutez, pourquoi vous nous parlez de mutilation génitale féminine comme si c'était une abomination. Moi, je suis femme. J'éprouve du plaisir. Je n'ai jamais eu de problème dans mon ménage. Et je suis respectée. Et aujourd'hui, toutes mes filles
sont nés et ont grandi dans la banlieue chaude française. Toutes leurs amies sont tombées enceintes avant le mariage. Mais moi, mes enfants ont été protégés grâce à la mutilation. Elles n'éprouvent pas de plaisir sexuel. Elles se protègent jusqu'au mariage. Elles ont toutes été mariées vierges. Et de l'autre côté, une petite fille saute. Moi, dans ma génération, on est allé de surprise en surprise. Dans ma génération, nous sommes la dernière génération et aucune de nous n'a subi la mutilation. Et celles qui l'ont subi de l'ancienne génération ont chacune eu des enfants de pères différents. Alors, maman, pourquoi venez-vous me dire aujourd'hui que le fait de priver une femme de sa sexualité, de ses parties qui lui donnent la sensualité d'une femme, que ça va l'arrêter, ça va la stopper dans la déperdition? Non. Ce n'est pas ça. Nous, la nouvelle génération, nous disons que la mutilation génitale féminine est quelque chose de mauvais. Et que si nous voulons être bien, nous savons par où aller, quelle voie choisir pour être des personnes bien, respectées, reconnues, qui allons revendiquer notre droit à la sexualité, tout comme les hommes. Je peux me permettre de soulever ce point-là pour vous faire savoir qu'il faut qu'on s'assoie et qu'on réfléchisse à des solutions très simples que nous, dans notre association, nous essayons de mettre en place dans la discrétion. On n'a pas besoin de visibilité, on a juste besoin de nous parler entre nous, de développer un réseau, de discuter entre nous, de retrouver notre place dans la société. Et la parole se libère grâce à l'art. J'y crois. Jérémy, tu es où? Jérémy n'est pas là. Jérémy, on est là. J'ai dit la parole, j'y crois. Et les projets sont là, les projets d'art pour faire la promotion de la libération de la parole de la femme. Ici, chez Loman Art. Il faudrait que tu prennes Je te mets un haut-parleur là. Donc, du coup, oui, on peut libérer la parole. L'écriture, c'est une façon de libérer la parole, de donner de la visibilité aux valeurs de la femme et de mettre en avant nos droits. Nous y arrivons lentement, mais sûrement. Nous sommes sur plusieurs plateformes maintenant, les femmes écrivaines sénégalaises, et j'espère que ça va aller de mieux en mieux. Il est temps que tout le monde accepte de nous écouter. Si nous ne nous donnons pas ce qui nous est dû, nous irons chercher ça avec de la douceur, la gentillesse, avec l'art, de la manière la plus tendre possible, mais nous arriverons à nous faire entendre. Qui a à chaque fois une question que les gens te posent, excuse-moi Michel, c'est est-ce que tu as vécu ce que tu as écrit? Alors, donc, est-ce que c'est autobiographique? Mais je crois que je serais très hypocrite et je mentirais si je disais que je n'ai rien vécu de ce qu'il y a ici. Mais par exemple, je ne sais pas, moi, il y a un épisode absolument que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire, c'est l'épisode de Simon. Tu te rappelles? Simon, c'est le jeune garçon chrétien que Yandé rencontre. Et elle sent comme une espèce de fluide là sur le milieu de son dos. Elle dit c'est que c'est le fluide de son regard qui m'a brûlé. Je pensais un peu à Calix Béala. Bah écoute, probablement qu'une fois dans ma vie, j'ai dû sentir un tel fluide me traverser le dos et puis je l'ai écrit. Alors, autre chose, je voulais vraiment dire qu'il y a 4 écrivaines sur le thème qui nous occupe aujourd'hui. Il y a 4 écrivaines qui sont absolument géniales. C'est Ken Bougoul, Pape Michel, tu l'as dit. C'est Aminata Sophie Gay, qui est malheureusement décédée. C'est Fatou Diom. Et c'est Tabaragnan. Tabaragnan, c'est une toute jeune écrivaine qui a écrit récemment Calèche d'une demoiselle. Pour moi, ces 4 écrivaines-là, vraiment, font de la littérature le territoire de liberté dont on parlait mercredi à Thiès. Elles sont libres. Moi, je ne peux pas dire que je suis complètement libre. À chaque fois que j'écris, quand je montre à ma mère, qui est inspectrice de l'enseignement, elle me dit quoi? Toi, fille de Seydou Diallo et de Radignan, tu écris ça? Non, enlève-moi ça tout de suite. Et donc, elle participe quelque part à la censure. Et donc, je lui ai dit, écoute maman, le prochain,
je te promets que je ne te le ferai pas lire. Tu le liras en même temps que tout le monde une fois qu'il sera sorti. Comme ça, je vais dépasser le stade de l'autocensure. Même si je pense que de temps en temps, une petite dose n'est pas à négliger parce qu'il faut respecter aussi l'autre. Moi, je respecte mon lecteur. Il est intelligent, quelquefois même plus que moi, parce qu'il trouve des choses que je ne suis pas consciente d'y avoir mis. Donc, je trouve que les lecteurs sont très intelligents et il faut que je respecte leur intelligence. C'est par rapport à ce qu'elle a dit. En fait, une petite anecdote parce que dans les Convictions, c'est un recueil de 7 textes en fait. Et un texte amour au pluriel. Et beaucoup de gens, récemment même lors d'une émission, le lecteur m'avait demandé mais est-ce que vous avez été sincère avec nous, avec votre lectorat? Je lui dis oui, parce que la sincérité, elle a commencé avec mes parents. Ils ont été mes premiers lecteurs. Et mon père m'a dit en Wolof, Ali les prêts on a fait. C'est-à-dire, est-ce que tout ça s'est passé dans ma maison ou bien après, juste pour dire, voilà, c'est juste pour dire que, voilà, moi, sur ce plan quand même, parce que avec ce premier ouvrage, on connaît une Diana Bassa qui est dans le milieu académique. C'est un essai géopolitique. Mais là, c'était, comme je l'ai dit, une envie de se livrer. C'était pas une autobiographie parce que ce que j'ai voulu, c'est parler, lever un coin de voile sur ma vie, mais c'est pas ma vie qui est importante. Ce qui est important ici, c'est évoquer des choses voilà, des sujets importants, mais surtout partager, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai évoqué les violences conjugales, les cas d'inceste, etc. Voilà, cette violence aussi qu'on a notée aujourd'hui dans la société sénégalaise. Pourquoi les relations humaines sont maintenant empreintes de violence, il y a plus de sincérité. Vous avez même peur d'avoir des amis ou bien d'avoir un cercle affectif assez large, etc. Donc, c'est pour dire que voilà, c'était vraiment cette envie. Le lecteur se livre et l'écrivain. Et là, quand vous le faites, c'est un risque. C'est pas évident. Parce que vous donnez aux autres la liberté de porter un jugement sur vous. Et les gens parce que ont plus peur de ce jugement. Voilà, donc c'est pourquoi tout à l'heure quand je parlais de l'apport que la littérature féminine devrait avoir à l'avenir, elle est sur la voie, mais davantage, c'est ça en fait, que les écrivaines se livrent davantage, la liberté dont elle a parlé avec les Tabaragnans, qu'on ait davantage d'écrivaines qui osent, pas des autobiographies forcément, mais qui osent s'affirmer, donner leur point de vue sur l'actualité, etc. Moi, voilà, c'était la petite explication en fait. On va prendre quelques questions du public. C'est d'un point de vue individuel. Et je pense que la revendication, c'est d'un point de vue collectif. Et les deux doivent agir ensemble parce que l'affirmation individuelle permet d'aller plus loin sur la compréhension de la problématique. Mais en même temps, ça englobe une identité, des identités très individuelles. Donc ça ne permet pas de répondre à une question sociétale, je pense. Et donc la revendication, je crois que c'est plutôt monsieur qui parlait du fait qu'il ne s'agit pas de revendiquer. Je pense que la revendication, elle est aussi légitime. Et c'est au même titre que l'affirmation. C'est simplement que les deux doivent vraiment fonctionner ensemble. Il faut trouver le moyen de les faire agir ensemble. Parce que finalement, quels que soient les termes dont on parle de féminisme, parfois on a du mal à utiliser ce mot qui est chargé, etc. Certaines sont plus à l'aise que d'autres, mais au final, on parle de la même chose. Et du coup, il faut trouver un point d'ancrage. Et je pense qu'il est important de réussir à ne pas s'enfermer dans le clivage, dans la distinction, etc. Parce qu'on ne pense pas la même chose, mais au final, on va aller au même endroit. Donc c'est pour ça que je pense que les mots, derrière, il y a vraiment une pas. Au niveau africain, on voit Ferdinand Oyono quelque part. Là, aujourd'hui, cela nous inspire que je vous encourage à avoir la tête sur les épaules. Ce n'est pas facile et ce n'est pas évident qu'une femme s'impose dans le milieu littéraire, même au-delà du milieu littéraire, ça devient un peu problématique dans ce pays. Donc, ce sont des mots de remerciement. Et je profite de cette occasion pour remercier les organisateurs de cette journée aujourd'hui. Et je vous remercie. Je suis particulièrement heureux d'assister à ce panel-là. Au début, je n'avais pas compris, mais je viens d'entendre les femmes. Alors, l'écriture féminine aujourd'hui, c'est comme, je l'ai perçu comme si c'est un syndicat où on défend la corporation féminine. On défend la corporation féminine par rapport à celle des hommes. Et ma fille a dit qu'elle ne veut pas porter cette histoire-là
parce qu'elle veut se sentir humaine, tout court. L'homme, avec H, grand H, qui enveloppe et la femme et l'homme particulièrement. Alors, s'il s'agit de connaissances, nous avons vu qu'elles ont été toujours au combat. Je retiens les hadiths d'Aïcha, qui a écrit presque la moitié de tout le dire du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si nous partons dans d'autres cultures religieuses, parce qu'il y a deux grandes religions révélées, c'est le christianisme et l'islam. Et toutes ces religions ont donné la place à la femme. Si aujourd'hui, les intellectuels, je parle bien des intellectuels femmes, voient qu'il y a des manquements, dans la corporation en tant que travailleur ou travailleuse, elles revendiquent, elles veulent l'équité. Si c'est au niveau, entre guillemets, de la politique, c'est-à-dire la gestion de la cité, elles aussi, elles revendiquent à diplôme égal, alors à poste égal. Tout ça, nous sommes d'accord. Maintenant, l'autre a relevé un point assez intéressant. Dieynaba Ndiaye, madame, elle a parlé et elle a dit qu'elle a soutenu les revendications des femmes qui pleurent. Mais je voudrais rappeler que des femmes pleurent, mais aussi des hommes pleurent à cause du fait des femmes. Oui, j'ai fait presque 27 ans de mariage. Figurez-vous, je suis polygame. Je n'ai jamais dispute avec mes femmes. Parce qu'à chaque fois qu'un sujet se soulève entre nous pour disputer, j'attends jusqu'à 2 heures du matin et je réveille. Pour dire que, voilà, au Sénégal, nous sommes à peu près 14 millions d'hommes, de personnes, d'habitants. Mais Dieu a fait que toi et moi, Dieu nous a choisis pour que nous soyons unis ensemble. Pourquoi nous devons avoir des différends que nous ne pouvons pas régler? Alors là, la tension baisse tout de suite. Et on commence à parler, et puis au finish, on se donne la main. Voyez-vous. Donc, les écrivaines, celle-là, c'est ma fille. Et je sais que sur la société, elle est très correcte, mais elle est trop rigoureuse. Trop rigoureuse. Et nous l'acceptons comme ça. Pourquoi? Parce qu'on se comprend. Il faut chercher dans vos écrits ou dans tout là des espaces de compréhension entre les hommes et les femmes. Et là, le problème sera complètement réglé. Et celle-là, elle a parlé souvent de certaines séquelles. Moi, je les appelle comme ça. Le problème qui est en vogue, mutilation, etc., etc., je ne peux même pas le dire parce que c'est perçu comme des tabous pour nous. Nous sommes, figurez-vous aussi, c'est un ancien qui vous parle. Quelqu'un qui a 70 ans, mais qui est toujours, qui se prend toujours jeune, parce qu'il y a cette lecture-là que je n'arrive pas à finir ces livres. Parfois, souvent, je pose des questions et je ne trouve pas de réponse pour l'instant. Parce que j'ai honte, parfois, d'aller au-delà de ce qui nous sépare. Et ça ne se passe pas non plus dans un espace fermé. C'est très ouvert. Je vois la même chose ici et un plus. Il y a le murmure des oiseaux, comme l'a dit Fatimata. Il y a aussi la fraîcheur et la verdure. Donc c'est très agréable. Et je suis très heureuse d'être là. Quand je venais, je ne savais pas que j'allais voir ici Fatimata. Sinon, j'aurais apporté mon livre et peut-être je lirai un extrait. C'est Dieynaba Sarr qui m'a fait venir. Et je suis venue avec un livre. Et je n'ai pas regretté d'être venue. Ce que j'ai entendu également, ça m'a fait plaisir. J'aime que les femmes s'expriment, j'aime que les femmes prennent la plume, j'aime que les femmes écrivent. Parce qu'elles sont à mieux de raconter leurs problèmes, leurs histoires, ce qu'elles traversent, ce qu'elles vivent, ce qu'elles sentent, comment elles le sentent, comment elles veulent le faire partager. Ken Bougoul, j'ai déjà parlé de l'année dernière,
nous avons été ensemble au Salon du Livre de Côte d'Ivoire. Et lors d'un panel, quelqu'un lui a posé la question, Madame Kenbouboul, l'écriture et vous? Elle a dit, si je n'avais pas écrit, j'allais mourir. Parce qu'on ne lui a pas donné la parole, on ne l'a pas accepté, on ne l'a pas respecté, on ne l'a pas considéré. C'est pour ça, exclusivement, qu'elle a commencé à écrire. Donc, elle a écrit pour se libérer, elle a écrit pour pouvoir continuer à vivre, elle a écrit pour survivre. Donc, l'écriture, elle est fondamentale, elle est très, très importante. Soigner des mots par les mots, le dire par l'écriture, c'est comme lettre à la poste. Mais au-delà de soigner les mots, parce que quand on est malade, on se soigne. Quand on se soigne, après, en principe, on est guéri. Donc, quand on dépasse l'étape des mots pour mots, après, il faut penser à autre chose. Parler des sujets qui ne sont pas seulement féminins, des sujets qui concernent pas seulement la femme et l'enfant, mais des sujets qui concernent aussi bien les hommes, toute l'humanité. Conviction a été préfacée par mon parrain, en fait, Aliou Niane, qui est l'ancien président de l'Union des magistrats du Sénégal et qui est l'actuel secrétaire général de la Cour des comptes. Mon père était le premier président de la Cour des comptes jusqu'en 2018 à Dissar. Et donc, lui, c'est son... Mais mon père, lui, comme il l'a dit, hein, c'est l'éternel problème entre deux juristes, parce que c'est un juriste, c'est un magistrat. Donc, moi, je me reconnais en lui. Donc, logiquement, les débats ne peuvent être que houleux. Donc, c'est pourquoi tout le temps, je suis taxée de compliqué, toi tu veux toujours répliquer, toi voilà, donc c'est pas évident, mais là il a tenu à le lire parce que c'est en fait je voulais même pas lui donner le manuscrit. À eux j'avais donné le manuscrit, mais à mon père je voulais pas parce que je savais que c'est le texte Amour qui allait l'intéresser, donc voilà, c'est un peu ça. Le discours est particulièrement percutant, tout ce qu'elle dit est hyper structuré. On connaît son mari, ok, d'accord, mais moi j'aimerais beaucoup que le Sénégal découvre Ndeye Codou Fall parce que cette dame a elle est d'une poéticité absolue. C'est-à-dire que moi je l'ai entendue créer des poèmes en wolof. Il n'y a pas un seul poème, pourtant j'en connais, des poèmes français, Baudelaire, Victor Hugo, Senghor aussi, et tout le monde, mais la plume de Ndeye Codou Fall, c'est tout ça réuni. Oui, non, c'est-à-dire je veux revenir sur la compréhension que le lectorat, le public sénégalais a de ce qu'on appelle la fiction en fait. Je pense que beaucoup, je dirais pas des hommes, même les hommes qui écrivent, beaucoup d'écrivains en général ont ce problème-là. Les lecteurs essaient de vous découvrir à travers votre texte. Ils vont vous chercher, quoi. On n'écrit pas hors de soi, moi, c'est ma conviction. On écrit tout ce qu'on écrit de façon subjective ou bien de façon objective vient de nous. C'est vrai. Mais c'est pas ipso facto que le jeu est un jeu autobiographique. Et il y a ce regard social-là qui est posé sur les textes des écrivaines pour voir si vraiment, si l'histoire qu'elle raconte, c'est une histoire qu'elle a vécue personnellement. Moi, j'ai fait énormément de débats, de cafés littéraires avec Fatimata. Il n'y a pas un seul café littéraire où la question n'est pas revenue. Madame, est-ce que l'histoire que vous racontez, c'est vous-même qui l'avez vécue? Oui, c'est le même problème avec Tabaragnan dans Calèche d'une demoiselle. Est-ce que elle raconte sa propre histoire? Oui, elle part d'elle-même. Tout ce qu'on écrit part de nous-mêmes, mais après il y a cette capacité de broder parce que c'est une fiction qu'on fait, d'aller chercher d'autres réalités qui ne sont pas, qu'on n'a pas vécues de façon personnelle pour agrémenter nos textes, pour avoir des thèmes à développer, des revendications, des dénonciations, etc., etc. Donc je pense que le jeu il est là, mais c'est pas un jeu forcément autobiographique. Maintenant, si on ne fait pas fi de ça, c'est-à-dire si on ne parvient pas à prendre cette distance-là en se disant que j'écris à la première personne, mais ce n'est pas ma propre histoire que je vais raconter. Donc je vais essayer d'être aussi tranché que je peux être, sans pour autant avoir ce souci de me dire qui va me lire et qu'est-ce qu'il va en penser. Ça va freiner un peu la virulence ou bien la qualité du texte. En réalité, c'est ce frein-là que la société sénégalaise particulièrement pose sur les différents textes des auteurs que nous sommes. Maintenant, il y a une façon de passer tout ça, c'est de dire voilà, je ferme les yeux, j'écris à la première personne, je laisse mon cœur charrier, je laisse ma colère se déverser sur mon texte, après on verra quoi.
le temps nous fait défaut. Il y a encore une autre question? Ce concept. Oui, on en parle beaucoup. Explorer certainement. Oui. Je ne suis fermée à rien, mais bon, pourquoi pas, hein? Je veux dire, ça peut être une contrainte de la même manière que les gens se disent je vais écrire tout un texte sans eux. Ça existe, Marie-Gaëlle l'a fait. Je vais écrire, je vais faire une forme, voilà, le mouvement de l'hypoche. On peut, oui, ça peut s'envisager, pourquoi pas. Mais moi, j'ai vraiment envie de vous lire un petit texte. Moi, je ne peux pas envisager un café littéraire. Tu as tout à fait raison. C'est prévu, c'était prévu. Elle dit, nous avons inauguré notre ordinateur. C'est-à-dire, on lui a offert un ordinateur. Et elle se dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec un ordinateur? Elles sont les filles, c'est-à-dire ces filles ont créé pour son confort des dossiers où je peux compiler mes petites histoires. Je me découvre une vocation nouvelle. À force de lire et d'écouter, j'ai envie d'écrire. Tout me parle. Le moindre objet devient un symbole. Le moindre coup de vent me transporte au milieu d'une mer inconnue. Le moindre murmure s'infiltre dans mon âme pour dialoguer avec mes fantômes. Créer des personnages, leur donner chair et destin, combiner à ma guise des vies, puis les laisser prendre leur liberté, et les admirer, les aimer, les haïr même quelquefois. C'est devenu ma raison d'espérer. Chaque jour, quand les rumeurs du jour s'éloignent et que les lumières s'éteignent, je laisse monter les histoires sous mes doigts. Les ombres de mes personnages jouent devant moi un étrange ballet. Ils murmurent, ils parlent, ils crient, ils se disputent, puis ils se calment, réfléchissent, décident, s'aiment, s'embrassent fougueusement. Je n'ai qu'une petite mèche à allumer pour qu'ils prennent vie et se détachent de moi. Wow. Donc, merci à tous. C'est sur cette note que nous allons clore ce café littéraire qui était très riche. Et vraiment, on n'a pas eu assez de temps parce qu'il y avait tellement de choses à dire sur ce thème qui a énormément de palettes. Et on n'a pas pu lire les extraits, quelques extraits de Dieynaba Sarr et Dieynaba Ndiaye. On espère qu'on aura l'occasion de se revoir très prochainement pour pouvoir vous lire, parce qu'on a envie de ça. On voudrait que ce soit itinérant. C'est d'où le mot itinérant, donc se déplacer dans plusieurs espaces. Et en fonction du thème, en fonction de la période. Et donc, c'était un plaisir pour moi d'être aujourd'hui, de partager ce moment avec vous, avec Michel Mendy, avec Fatimata Diallo, Dieynaba Sarr, Dieynaba Ndiaye. C'était un plaisir de vous avoir. Merci d'avoir dégagé du temps pour être avec nous ce soir. Merci, merci infiniment. Merci beaucoup. Donc, merci également à la Casamançaise qui a attribué de l'eau pour vous aujourd'hui. Merci au Loman Art. Et on se retrouve très prochainement pour un autre café littéraire. À très bientôt. Merci.